Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, c'est un épisode bien particulier, déjà parce que je suis toute seule face à mon micro, mais c'est pour un sujet plutôt très cool. C'est pour vous dévoiler les coulisses de mon premier livre, Fiasco, l'art de rebondir après l'échec, aux éditions Hugo. L'idée, c'était de vous laisser un peu la parole sur vos questions à ce sujet, donc je vous ai demandé sur mon compte Insta. J'ai noté toutes mes petites questions sur un carnet et puis je vais vous raconter tout ça. Je vais pas faire de montage, un peu à la cool. Prenez un petit café, un thé et on va passer un bon moment, j'espère, ensemble. Première question, de quoi parle Fiasco ? Je pense que vous vous en doutez, avec un sous-titre pareil, le thème était assez évident. L'idée, c'était de tirer des leçons de ces 120 épisodes et quelques que j'ai tournés pour La Leçon, de prendre un peu de la hauteur en regroupant les grands thèmes qui sont revenus tout au long de la diffusion de ce podcast. Amour, santé, travail. J'ai même mis un dernier chapitre que j'adore, avec quelques inédits sur des fails. Alors là, on n'apprend rien, juste on se marre. Il y en a quelques-uns que vous connaissez déjà, genre mon fail la nuit de retour de Grèce, quelques échecs amoureux, et puis il y a des inédits. Par exemple, la fois où on a failli se faire enlever, en tout cas c'est ce qu'on croyait, au Brésil. C'est une histoire improbable. Et donc voilà, j'ai fait ce petit chapitre bonus. Donc oui, j'ai regroupé par thématique les invités qui m'ont marqué, mais pas que. J'ai aussi inclus pas mal d'anecdotes personnelles entre chaque chapitre, des situations que j'ai vécues pour aussi rapporter un peu de normalité, parce que c'est pas toujours simple de se comparer à Alain Prost, alors que Pauline Grisoni, a priori, vous et moi, on se ressemble beaucoup plus. Et puis, j'ai inclus aussi des personnalités de tous les temps et de toutes les nationalités. Je pense à Oprah Winfrey ou Walt Disney, pour essayer de donner de la nuance et de vous proposer des inédits. J'ai même inclus quelques petits passages dont je suis très fière, des inédits, un petit texte de Navo, un autre de Sneezy, etc., etc. Pourquoi passer à l'écrit ? Ça, c'est Morgane qui m'a posé cette question-là. Pour tout vous avouer, moi, c'était mon grand rêve d'écrire un livre. Je pensais évidemment, comme tout le monde, à un roman, parce que c'est ce qui nous vient en tête, je pense, quand on se dit qu'on veut écrire un livre. Et quand j'étais chez Cosmo, chaque année, à la fin de l'année, vous savez, il y a un entretien individuel. Et dans la partie « Quels sont tes rêves personnels, tes ambitions personnelles ?» j'ai marqué pendant 4 ans écrire un livre. Donc pour moi, c'est d'autant plus émouvant aujourd'hui de me dire que ça y est, ce rêve, il a mis du temps, mais il s'est réalisé. Combien de temps t'a pris le processus de création et les différentes étapes ? Alors ça, wow, je me rendais vraiment pas compte du boulot, mais vraiment de la masse de boulot que ça demande d'écrire un livre. Et en toute honnêteté, si j'avais su avant de me lancer, je pense que je l'aurais pas fait. Parce qu'en tout, j'ai mis 1 an et demi, dont 6 mois de retard, parce que j'avais un gros blocage. J'avais tellement envie de bien écrire, de proposer le contenu le plus intellectuel possible, en quelque sorte, que je procrastinais à mort. Et j'ai dû vraiment lâcher prise là-dessus et genre arrêter de me foutre une pression monstre, parce que sinon je pense que je l'aurais jamais fini, ce livre. La première étape, ça a été de trouver ma maison d'édition. J'ai étonnamment 2 maisons d'édition qui m'ont proposé la même semaine, alors que j'avais jamais eu de proposition de ma vie. Et j'ai choisi les éditions Hugo parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur mon éditrice, le même âge que moi, fun, brillante. Elle était corse en plus, enfin elle l'est toujours. Elle avait été stagiaire auprès de Charles Pépin quand il a écrit Les Vertus de l'échec. Honnêtement, il y avait tellement de signaux positifs. Je me suis dit mais vraiment c'est trop bien. Et en plus de ça, c'est chouette parce que les éditions Hugo, c'est une maison d'édition qui est assez grande, mais pas trop. Donc il y a encore cet esprit familial. On accompagne vraiment les auteurs jusqu'au bout. On les lâche pas dans la nature. Et je peux vous le dire aujourd'hui, j'ai une super attachée de presse qui s'appelle Marie et qui me lâche pas du tout. Alors qu'il y a d'autres maisons d'édition, vous sortez votre bouquin, puis ça se termine là. Et puis vous n'êtes pas assez intéressant pour que les attachés de presse s'occupent de vous. C'est un peu frustrant, hein. Donc voilà, ça a mis 1 an et demi. Et si je devais vous détailler en mode rétro-planning,
Je dirais que la première année a été consacrée à l'écriture. Ensuite, il a été question de créer une couverture. J'étais à ce moment-là en train d'envoyer mes chapitres et petit à petit d'avoir des retours. Donc en même temps, on travaillait la couverture. Ensuite, une fois que ça a été validé par les achats, c'est validé très longtemps à l'avance. Moi, je pensais que c'était au dernier moment, mais en fait, c'est 6 mois à l'avance. C'est un truc de fou. On est passé à la relecture du manuscrit. Je l'ai fait relire par ma mère, même vraiment c'est passé entre plein de mains, pour voir s'il y a des incohérences, s'il y a une différence d'écriture entre le premier chapitre et le dernier. Parce qu'honnêtement, le premier chapitre, je l'ai écrit au tout départ, j'avais le cul serré, j'étais super stressée. Et le dernier chapitre, évidemment, je me sentais beaucoup plus rodée. Donc faut pas que ça, vous, en tant que lecteur, vous vous en rendiez compte. Donc on repasse vraiment sur le manuscrit, pour être sûr qu'il n'y ait pas de redites, autant dans la manière de raconter les histoires que dans le fond, hyper important aussi. Donc ça, c'est un gros boulot. Et puis ensuite, on lâche prise un peu sur le sujet parce que ça passe dans d'autres mains que les nôtres. Évidemment, on a réfléchi à la 4e de couve, au texte qu'on allait écrire. J'ai dû faire mes remerciements. Je vous avoue que j'ai tapé sur Google comment faire des remerciements au livre parce que je savais pas quoi dire, quoi. Enfin, honnêtement, qu'est-ce que tu dis? Merci, d'accord, mais c'est un peu chiant, donc je savais pas comment faire. Donc voilà à peu près les étapes du processus. Évidemment, après, on va les détailler un peu plus, hein. Mais dans le gros, c'est ça, quoi. Je passe en ligne les questions, des témoignages d'invités de la leçon uniquement dans le livre ou d'autres nouveaux. Bah non, du coup, il y en a des nouveaux. Il y a aussi des petites apartés, donc, je vous le disais, d'anciens invités qui ont écrit un petit texte à destination de ceux qui vivent un échec. Il y a des personnalités qui ont connu un échec avant de réussir. Enfin, il y a quelques nouveautés. Et même les épisodes que vous avez déjà écoutés, je pense qu'il y a un angle un peu nouveau dans ce livre. Parce que quand on enregistre, j'écoute une histoire en direct que je connais pas du tout. Donc c'est totalement spontané, c'est ce qui me vient sur le moment, ce que je raconte au micro de la leçon. Et là, l'idée, c'était de vraiment réécouter ces épisodes-là et de mûrir un peu ce qui a été dit pour en tirer les leçons principales et peut-être tirer d'autres fils rouges de nos discussions. Ah, grosse question. Qui t'a accompagné sur l'aspect graphique et le choix du titre? Alors, on va commencer par le choix du titre. Faudrait que je retrouve mes mémos sur mon téléphone. J'avais pas mal d'idées de titres, mais un peu pourries. Je voulais un truc fun, décalé. Je voulais pas un truc un peu chiant, genre développement personnel, un peu boring. Et donc, j'avais pensé à un truc genre... rater sa vie facilement en 5 étapes ou des trucs comme ça, mais en fait c'était toujours un peu trop long et pas percutant. Et à un moment donné, je me suis dit non, écoute, il faut un mot qui claque, et fiasco m'est venu en tête, et pour moi ça a été une évidence, parce qu'un fiasco, il y a presque un côté humoristique derrière le fiasco, c'est on a vraiment merdé, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Je veux dire, par exemple, un drame actuel, la situation en Ukraine, je me permettrai jamais d'en parler comme d'un fiasco. La claque de Will Smith aux Oscars, pour moi, c'est un fiasco. Donc voilà, ça sous-entendait aussi que c'est un bide, mais c'est pas la fin de votre vie, c'est pas un drame non plus, et que vous allez vous relever. Fiasco, en plus, je trouvais que ça chantait un peu bien, j'aimais beaucoup. Et sur l'aspect graphique, alors ça, c'est un gros potin. Je vous avoue que je l'ai pas encore dit parce que j'avais pas trop envie d'en parler, de mettre la lumière sur le sujet. J'avais peur qu'on me pose trop de questions. C'est mon ex-copain qui a fait ma couverture. Le truc, c'est qu'on était ensemble à ce moment-là, donc c'est un peu particulier. Ça a vraiment été une sacrée histoire, cette couve. Pour vous retracer un peu l'histoire de cette couverture, mon éditrice m'avait dit, il faut que tu penses à des choses que tu aimerais pour mai. Regarde un petit peu autour de toi ce qui te ferait plaisir. Donc moi j'ai commencé à regarder un peu à la cool, quoi, en me disant on aura une réunion, on va se débriefer. Et puis un jour je reçois un mail avec une proposition de couve qui était très bien mais qui ne me correspondait pas. Et donc du coup je lui dis écoute, moi ça me correspond pas,
Et elle me dit, ok, mais en fait, le truc, c'est qu'on doit rendre cette couverture à la fin de la semaine. Et pour moi, la couverture de mon livre, c'était quelque chose, mais de primordial, parce que je rêvais d'un livre que vous soyez fiers de poser sur votre table basse ou mis en valeur dans votre bibliothèque. Vous voyez le genre, quoi. Donc, du coup, panique à bord. Je me dis, oh mon Dieu, on était lundi après-midi, oh mon Dieu, j'ai 5 jours pour trouver quelqu'un qui me fera une couve. Et alors j'ai posté un message Instagram paniqué sur le sujet, j'ai eu des propositions de graphistes, rien qui rentrait dans mon budget. J'ai un pote qui m'a proposé l'un de ses amis graphistes, donc j'ai eu un rendez-vous avec lui, un mec ultra doué. On était jeudi après-midi, il était 17h, je m'en souviens, je devais rendre une couve le lendemain, une proposition en tout cas de couve. Et je vais le voir, et sa couve est vraiment canon. Mais ça résonne pas en moi, j'ai pas le coup de cœur. Et je sors du rendez-vous et j'appelle mon copain de l'époque à moitié en pleurs, il est graphiste. Et je lui dis franchement c'est la merde parce que demain j'aurai une couverture qui me provoque pas d'émotion et pour moi c'était ma plus grande fierté, c'est mon premier livre, j'en étais trop fière. Et puis j'aurai une couve qui me correspond pas, je suis trop triste et tout. Et le temps que je rentre chez moi, et c'est trop mignon, il m'a fait une proposition de couve de son côté. Et moi, je m'étais dit depuis le départ, je ne veux surtout pas l'impliquer parce que pour moi, le boulot et l'amour, c'est vraiment deux choses qui doivent rester bien séparées. Sauf que l'évidence, sa couverture, j'ai eu un massif coup de cœur. Je me disais, waouh, mais c'est ouf, il me connaît trop bien, c'est tout ce que j'adore, ultra années 70 et tout. Je l'envoie le lendemain à mon éditrice et dans ma maison d'édition, tout le monde adore. Donc c'est la fête, tout ça quoi. Et puis il passe devant les acheteurs des plus gros points de vente de livres, si je vous dis la Fnac, Cultura, tout ça quoi. Et ce que je savais pas, c'est que ce sont eux qui ont le mot sur la couverture de votre livre. C'est pas un truc de ouf. Genre s'ils aiment pas, vous rechangez parce que comme c'est eux qui vont acheter votre livre pour le vendre, s'ils aiment pas, ils achètent pas quoi. Et donc moi je pensais être soulagée de ce truc qui m'avait stressée pendant 5 jours, no joke, j'en dormais plus la nuit. Et je reçois à nouveau un mail de mon éditrice en mode il faut recommencer à zéro et t'as 5 jours à nouveau. Et là, méga stress. Cette fois-ci, on a travaillé main dans la main avec mon copain de l'époque pour proposer cette couve. Alors évidemment, c'est lui le talent, c'est lui qui a eu les propositions, les idées, et puis moi j'étais à côté et j'étais là, non, je voudrais plutôt ce rose-là, est-ce que tu peux baisser la luminosité, est-ce que tu peux étirer ci, ça, voilà, donc c'était vraiment un travail à deux, mais avec lui qui était vraiment la force de proposition. Et j'ai vraiment longuement pensé à cette couverture parce que à l'époque je me disais, c'est tout à fait possible que vous ne soyez plus ensemble quand ce livre sortira, comment tu géreras émotionnellement? Et sur le coup, je me suis dit, et je le pense encore aujourd'hui, c'est une couverture qui a été faite avec amour. Et c'est pour ça, si vous le lisez à la fin, je l'ai mis dans mes remerciements pour cette raison-là. C'est vraiment une couverture qui a été faite à un moment donné par quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Et c'est ce que je veux garder de cette histoire-là. Ça a juste vraiment pas été simple parce que on venait de se séparer quand il a fallu donner la couverture finale pour partir en impression. Je crois que ça faisait 3 semaines, 1 mois qu'on s'était séparés et c'était l'angoisse de devoir lui m'envoyer rien de la couverture. Je commençais vraiment à stresser, je lui envoyais plein de mails pour le relancer en me disant écoute, là tu vas nous faire avoir du retard dans l'impression, enfin ça en venait à ça, il ne répondait pas. C'était hyper lourd et il y a vraiment eu un moment où je me suis posé la question, est-ce qu'il fait exprès de retarder ou pas quoi. Au final, on l'a eu à temps, il l'a grave retravaillé très gentiment. J'ai pu passer à autre chose parce que c'était un peu lourdingue les mails de boulot en mode bonjour, virgule, merci de ta disponibilité avec mon mail. C'est pas ouf. Donc voilà, cette histoire de couverture un peu improbable. Alors, prochaine question. Où peut-on se procurer ton livre ? Eh bien, soit on le commande sur le site de ma maison d'édition, les éditions Hugo Doc, soit on le commande sur la Fnac, sur Cultura, sur Amazon si c'est pas possible, ou alors, et ça j'avoue que c'est ce que je préfère,
vous le commandez dans votre librairie, ou alors encore mieux, elle a des exemplaires de Fiasco, et auquel cas, bravo à eux et merci, je suis très très flattée. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez le commander dans votre librairie. Donc j'avoue que si je peux vous pousser à soutenir les petits libraires, bah c'est mieux quoi. Et puis au pire du pire, il y a toujours Amazon. Mais bon, ça reste la dernière option, on est bien d'accord. Comment t'es venue l'idée? Est-ce que ça a été difficile de trouver un éditeur? Alors, je le disais tout à l'heure, c'est plutôt les maisons d'édition qui sont venues vers moi. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu 2 propositions cette année-là, puis plus rien du tout. Vraiment les 2 la même semaine, quoi. Improbable. Et depuis, je pense que j'ai eu une dizaine de propositions. Donc, c'est devenu vraiment à la mode de faire un livre à propos d'un podcast. Je trouve que c'est assez rigolo. Et l'idée, vraiment, elle est venue à 2 avec mon éditrice. Évidemment, on voulait parler d'échecs. Évidemment, on voulait inclure les personnalités de la leçon. Mais l'angle, il était pas plus précis que ça. Et ce fil de fer qu'on s'est fait ensemble en écrivant toutes nos idées de chapitres, la volonté de commencer par une expérience que j'ai vécue pour justement contrebalancer un petit peu les récits extraordinaire de mes invités, bah ça c'est un truc qu'on a vraiment construit à 2. Et d'ailleurs ça m'a trop saoulée parce que j'ai vu un commentaire, je crois que c'est sur la Fnac, il y a qu'un commentaire et c'est quelqu'un qui a dit que mon livre était mal écrit, que je parlais que de moi et j'étais là, oh ça me saoule parce que c'est pas vrai, évidemment que c'est avant tout des personnalités, mais oui, j'ai aussi ma part dedans parce que dans le podcast, vous l'aurez remarqué, je parle de moi aussi. Donc il m'a saoulé ce commentaire-là. C'est marrant parce que je regarde plus du tout les commentaires sur iTunes. C'est fou, ça m'est grave passé. Je sais pas si vous avez écouté plusieurs épisodes où je parlais du fait que ça me touchait vraiment d'avoir des commentaires négatifs. Et je suis trop contente parce que ça m'est vraiment passé. Et j'avais pas pensé au livre. Et là, j'ai regardé ce commentaire-là, le seul, et j'étais là, oh, fais chier, ça me saoule. C'est vrai, c'est pour ça que je regarde pas. Alors que je reçois des messages hyper adorables sur Instagram, et vous savez comment ça marche. Il y a toujours un commentaire négatif et ça vous saoule. Donc maintenant, je vais juste plus regarder. Voilà, vous savez tout. Quelle a été ta plus grande peur en te lançant? Bah franchement, ma plus grande peur, ça a été de mal écrire. Et je me suis mis une pression supplémentaire parce que j'ai été journaliste 4 ans dans la presse écrite. Et donc, j'ai envie que ce soit trop bien écrit, quoi. J'ai envie que ce soit trop bien écrit, évidemment, j'ai envie d'en être fière. Mais en plus de ça, je me dis, bah merde, je suis pas quelqu'un qui vient d'un milieu totalement opposé et à qui on peut pardonner un livre moyennement écrit. Moi, on peut pas. Donc je me suis vraiment foutu la pression là-dessus. J'espère sincèrement qu'il est bien écrit, mais en tout cas, sachez que j'ai donné vraiment mon max. Mais le revers de la médaille, c'est que ça m'a un peu bloqué par moments où du coup, j'étais devant ma page blanche. Et ça m'empêchait d'agir. Vous la connaissez, cette fameuse peur d'échouer? Bah, littéralement, c'est ce qui s'est passé durant ce processus d'écriture, quoi. Alors, cette question de Safia, en quoi ça peut nous aider côté pro et perso? Alors déjà, j'aimerais souligner un fait important sur ce livre, c'est que c'est un livre pour apprendre à rebondir après l'échec, mais pour moi, c'est avant tout un livre pour se faire du bien, pour se déculpabiliser, pour se dire que ça arrive à tout le monde, que c'est pas grave, qu'on est obligé de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc, un peu cette injonction à réussir, rebondir tout de suite après chaque échec, moi ça m'épuise, ça m'use. Je sais que je suis la première victime de tout ça et ça me saoule un peu. Et donc vraiment ce livre, l'idée c'est de passer un bon moment en lisant des anecdotes intéressantes, prendre du recul sur sa vie perso, pro, se dire qu'en fait c'est hyper universel, que c'est pas si grave que ça dans le fond. Et en second temps, évidemment en tirer des leçons, quoi. Donc pour moi, ça traite vraiment de tous les aspects de la vie. On parle même de rupture amicale, rupture amoureuse, de santé du corps, santé mentale. Franchement, j'ai essayé de choper un peu tous les épisodes qui puissent correspondre à un peu toutes ces étapes de sa vie qui sont hyper normales et qui font partie un peu de cet équilibre yin-yang. Donc pour moi, Safia, franchement, ça peut t'aider dans tous les aspects de ta vie.
Est-ce que j'avais un rituel d'écriture? Alors ça, franchement, j'ai presque honte quand je lis ça parce que une cata. Pas du tout. Moi, mon rituel d'écriture, c'était d'écrire 3 lignes, de me sentir satisfaite de moi-même, de passer 15 minutes sur TikTok, de m'auto-flageller en me disant non meuf, t'as écrit que 3 lignes, en réécrire 3 nouvelles, me sentir épuisée, revenir sur TikTok. Enfin franchement, les journées à rallonge, mais juste pour cette raison-là, quoi. Il y a juste un truc qui est sûr, c'est que j'avais besoin d'être à Paris, dans mon appart, solo pour écrire, parce que j'ai essayé de rentrer à Nantes pour écrire chez ma mère, et en fait, c'était trop dur, parce que je l'entendais à côté faire autre chose, et j'avais tout le temps envie d'aller la voir pour faire des pauses, ou alors je la voyais dehors, dans le jardin, donc ça me frustrait, j'avais envie d'aller dans le jardin. Franchement, parfois, il faut être dans une cellule de moine, et c'est ce qui marche le mieux pour vraiment se concentrer, quoi. Autre chose, par exemple, écrire dans un café, mais no way, je regardais tout le monde. Ah, ces fringues, elles sont pas mal. Est-ce que tu penses qu'ils sont en date? Enfin, l'enfer. Donc vraiment, mon seul rituel d'écriture, c'est d'être chez moi, au calme. Ouais, j'avais même pas d'heure pour écrire. J'écrivais les week-ends, la semaine. Dès que je pouvais, vraiment, tout mon mois d'août, j'ai passé à écrire. Ça me saoulait, j'avais envie d'aller à la plage, mais je devais rendre 15 pages, donc j'étais pas le choix. Mon rituel d'écriture, écrire sous la pression, voilà, c'est ma réponse, quoi. Comment comptes-tu répondre aux possibles et diverses critiques, notamment celles divergentes? Alors ça, c'est une question d'Amandine. Franchement, j'avais absolument pas envie d'y penser. En écrivant, c'était déjà assez de pression comme ça sur le sujet. Et puis maintenant, je crois que j'ai pas envie d'y penser non plus. J'ai pas envie d'y penser. J'ai envie de me concentrer sur le positif. Moi, franchement, ce qui me fait le plus kiffer à travers ce livre, alors déjà d'avoir un livre où il y a marqué son nom et son prénom, je vous avoue que c'est un kiff de ouf. Mais c'est surtout, et ça m'a vachement étonnée, mais j'ai l'impression que ce livre, il a fallu un peu un village pour le sortir parce que il y a évidemment ma maison d'édition avec laquelle je travaille et ça me plaît beaucoup parce que je les trouve vraiment sympas. Donc ça, je trouve que c'est très enrichissant au niveau humain. Et puis c'est trop mignon parce que je reçois plein de messages de connaissances qui ont acheté mon livre pour me soutenir, les amis de ma mère qui l'ont acheté, mes cousins, les amis de mes cousins, et ça me touche de ouf. Et pour moi, ça, c'est ce sur quoi je veux me concentrer parce que je trouve ça trop sympa. Je me sens hyper soutenue. Ça crée du lien avec ceux qui écoutaient la leçon. J'espère vraiment d'ailleurs à ce propos qu'il y aura des sessions de dédicaces. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais si vous achetez vraiment beaucoup de livres, il y en aura peut-être. Donc on verra. Mais c'est plutôt ça le truc hyper sympa. Et puis aussi la promo, c'est hyper chouette parce que vous le savez aussi, je rêve de faire de la télé, de la radio. Et donc là, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois être interviewée à la radio. C'était mes premières fois dans des rédactions radio, donc j'ai vraiment adoré ce moment-là. Je me souhaite sincèrement aussi d'avoir des interviews télé. Croisez les doigts pour moi, faites des petits rituels chamaniques, je sais pas, sur le sujet, mais j'aimerais vraiment bien. Donc ça, c'est plutôt ce sur quoi je veux me concentrer, l'aspect positif, les retours sympas, et puis ceux qui aiment pas ont tout à fait le droit. Je comprends, de toute façon, j'ai bien capté que je pouvais pas plaire à tout le monde, mais s'ils pouvaient rester loin et dans leur coin, ce serait vraiment sympa. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, Paulette_Grisoni. Vous m'envoyez un petit MP ou vous commentez une photo et puis je vous répondrai avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Paulette_Grisoni, en MP, ou alors vous commentez une photo et puis j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour des épisodes en interview. Je vous avoue que finalement, je crois que je vais rester sur des enregistrements à 2 parce que là je suis en train de parler dans le vide en regardant ma télé qui est en face de moi. C'est un peu chelou, c'est pas ouf. Donc voilà. Je vous embrasse tous, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.